Merci Laurent, merci Aurélien pour le diapo. Donc vous voyez qu'on s'intéresse à l'éco-responsabilité. Concernant la question numéro 12, valorisation On peut pas prendre la parole sur ce... Si, allez-y. Si. Merci, je voulais d'abord vous remercier pour ce rapport éco-responsabilité. Certes, moi j'aurais préféré que la commune s'engage dans une démarche Agenda 21 qui permet d'examiner de manière globale les actions menées, mais ça n'a pas été retenu par la précédente municipalité et on peut considérer que cette démarche éco-responsable est un premier pas. Ce dossier appelle plusieurs remarques. Il est très détaillé au plan quantitatif, mais on se pose quelques questions sur le plan qualitatif. Alors certes, ce n'est pas le plus facile à évaluer, c'est toujours plus facile d'évaluer le quantitatif. Mais quelques exemples. Vous nous parlez à un moment d'un système d'éclairage autonome qui était en expérimentation en 2010. Mais je ne vois pas quelle suite a été donnée, par exemple. Un autre exemple, on prend comme indicateur le nombre de photocopies. Moi aussi, j'ai remarqué qu'après une nette chute au début de la décennie, ça avait sérieusement remonté. Mais est-ce que vous avez évalué en plus l'impact des délocalisations d'impression? Je pense à tous mes collègues qui n'ont pas de matériel portable informatique, puisqu'il n'a pas été fourni par notre municipalité, qui donc impriment chez eux les dossiers du conseil municipal, ou alors n'ont pas de dossier et ne peuvent pas suivre, ce qui sans doute affaiblit l'exercice démocratique. Mais je crois qu'il faudrait intégrer ce nombre de photocopies qu'on fait chez soi au bilan de la municipalité. Je pense aussi au déplacement des agents. Le diagramme dont vous disiez qu'il n'était pas très visible, moi je l'ai interprété comme ça. En 2013, nous avons eu 40 000 voyages en train et 40 000 en voiture. Mais en 2014, 10 000 seulement en train et toujours 40 000, enfin plus de 40 000 en voiture. Et de même, l'attribution de titres de transport stagne. Alors comment faire pour... comment expliquer cet échec relatif et comment y remédier? Parce qu'à un moment, ça a vraiment marché. Ou alors il y a une erreur dans le document ou dans ma compréhension. En ce qui concerne la biodiversité, l'une des méthodes les plus efficaces pour préserver celle-ci, c'est de réserver des terrains à l'agriculture biologique. Celle-ci, en effet, a une efficacité prouvée en matière de respect de biodiversité. D'ailleurs, si on avait fait un agenda 21, on aurait pu faire le lien entre le respect de la biodiversité, l'intensité en travail humain et donc l'emploi, la préservation de l'eau et l'approvisionnement local, donc diminution des transports. Mais on nous parle aussi d'achat de gaz et d'électricité. Alors là, je conçois, ce sont des mesures d'économie financière, vous nous l'avez estimé. C'est une façon de rationaliser nos achats et de changer éventuellement de fournisseur. Mais en ce qui concerne l'électricité, qui est votre objectif pour 2015, est-ce qu'on s'oriente juste vers une baisse des prix ou est-ce qu'on va intégrer des critères d'énergie d'origine renouvelable, de diminution de la demande, de maîtrise de la demande d'électricité? Est-ce qu'on va choisir, par exemple, Enercop, qui est la seule coopérative à garantir de l'électricité 100% d'origine 100% renouvelable? À ce sujet, vous avez parlé de commandes publiques durables, et peut-être c'est uniquement un raccourci de présentation, mais j'ai eu l'impression que pour vous, ça voulait dire achat local. Oui. Ouais, et donc l'achat local, c'est pas le seul élément de la commande publique durable qui contient beaucoup de critères verts. Et celui-là n'en est pas un, comme vous l'avez souligné. Et en plus, au terme des marchés publics, il est assez difficile à mettre en œuvre. Afin d'alimenter vos réflexions, est-ce que vous avez acquis des documents du genre du quartier au territoire, agir ensemble pour des mobilités urbaines durables? Je vous parle de celui-là parce qu'il a été édité par la DUM. Et à ce sujet, est-ce que nos élus et ou nos techniciens participent aux formations et aux réflexions organisées par la DUM, par la plateforme 21, certainement certains sur certains. Ça, c'est un élément qualitatif qui aurait pu être intégré dans le dossier. Parce que ces formations sont pour la plupart gratuites. Elles portent sur les économies d'énergie, sur la réhabilitation thermique des logements, sur l'économie circulaire. Elles sont particulièrement adaptées à nos collectivités. Et c'est du local puisqu'elles sont faites par la DUM et par la plateforme 21 qui sont puy-d'Aumoise.
J'espère que vous avez participé à celle intitulée « L'énergie, priorité pour votre mandat ». Ah. Et à défaut, je tiens à votre disposition les 13 préconisations pour un achat d'électricité s'inscrivant dans la transition énergétique. Bon, avant d'écouter la réponse à mes remarques, je tiens à souligner que c'est bien l'implication des agents, des élus et des citoyens qui permettra à notre ville de s'engager dans la nécessaire transition énergétique. Et à ce titre, le nettoyage, ça marche très bien à Ménétrol, par exemple, où ils le font tous les ans depuis un certain temps. J'ai vu dans la montagne à Saint-Hilaire-la-Croix, par exemple, où ils ont invité les habitants à venir faire une journée de travail citoyen. Ce matin à Moza, pour votre information. Ce matin à Moza, oui, j'ai pas encore lu la montagne du jour. Donc, c'est quelque chose qui marche très bien. Je me réjouis qu'on le fasse chez nous aussi. Et à ce titre, la rubrique éco-responsabilité d'Orion Mag est particulièrement bienvenue. Elle pourrait s'orienter aussi vers des conseils pratiques, éco-jardinage, éco-nettoyage, rappel de consignes de tri. Et je constate que régulièrement, je vois mes collègues prendre leurs feuilles après avoir parlé, les déchirer en petits morceaux. Et je tiens à signaler à tout le monde que dans ces cas-là, elles ne sont pas triées parce qu'elles sont trop petites et elles passent dans les trous du trommel. Voilà. Très bien. Très bien. Peut-être juste deux choses, Madame Molon. Alors moi, je ne suis pas aussi technique que vous sur les trommels et sur le tri du papier, donc j'apprends des choses. Non, je n'ai pas participé à la formation de l'ADUM. Par contre, Aurélien Fabreguet participe à beaucoup de choses. L'emploi du temps qui est le nôtre n'est pas toujours aussi simple pour aller à des formations en journée. Mais bon, c'est comme ça. Charge à moi d'aller chercher les informations là où je peux les trouver. Sur le train, a priori, l'évolution très notoire d'une année sur l'autre serait due à un certain nombre de formations très importantes qui obligeaient les agents à prendre le train pour aller plus loin. Donc c'est peut-être ce qui ferait qu'aujourd'hui on a un écart sensible entre une année et l'autre à vérifier et on peut revenir là-dessus. Sur l'agriculture, il me semble que dans le cadre d'Orion Communauté, l'engagement d'avoir une partie, je crois, sur Maupertuis, avec l'installation d'agriculteurs à vocation bio est maintenu, qu'il n'y a pas de changement de cap. Le président d'Orion Co est là, il pourra nous le confirmer. Moi, je suis, pour être clair, et là-dessus, vous le savez sûrement, on n'est pas toujours d'accord, mais moi, je suis plus pour une agriculture raisonnée, parce qu'il y en a tellement d'emplois, de transformations agricoles importantes dans cette région, dans une plaine qui n'est pas extensible, qu'à mon avis, il faut qu'on soit garant aussi de cela. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du bio, donc je ne veux pas amener de réponse, parce que sinon, on va y rester la soirée là-dessus. Mais on est sensible à cette démarche-là, et on continuera à aller dans cette démarche-là. Et puis ensuite, oui, je confirme, et je finirai là-dessus, c'est notre engagement au quotidien, les uns et les autres, qui fera qu'on arrivera à convaincre une personne, 2 personnes, 3 personnes à faire un peu mieux. Et c'est juste ce qu'il faut qu'on fasse. Moi, je voulais faire deux remarques ou deux réflexions sur les deux axes. L'axe 2, au niveau de la commande durable, il y a quelque chose qui est oublié, c'est les clauses d'insertion sur les marchés publics, puisque c'est quelque chose qu'on a mis en place. Effectivement, quand on parle de développement durable, on parle d'économie, de sociétal et aussi d'environnement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui amène le côté sociétal à cette démarche d'éco-responsabilité. Ça a été maintenu, hein, ça. Donc, il n'y a pas de changement. Oui. C'est pour ça que je ne voulais pas faire 3h30. Je ne suis pas allé sur tout. Vous avez raison. C'est pas dans le tableau. Voilà. Ouais, C'est pour ça que c'est juste une remarque. Sur l'axe 2, la performance des bâtiments, énergétique des bâtiments, on avait essayé de faire, et je crois que ça a été réussi dans ce sens-là, au niveau des archives, une réflexion plus poussée que la réflexion habituelle. On se rend compte, et ça c'est mon caractère professionnel qui remonte là-dessus, c'est qu'on fait des bâtiments qui répondent à une question donnée à un moment donné. Et répondent à une réglementation technique 2012, etc., etc. Et on s'est rendu compte qu'il arrive sur des bâtiments existants de remplacer des menuiseries au bout de 5 ans, voire 10 ans, moi ça m'arrive régulièrement, ou de refaire une isolation thermique par extérieur sur une isolation thermique de l'extérieur qui a été faite il y a 5-6 ans, voire 10 ans. Voilà. Donc on s'était dit que c'est de répondre bêtement à la question de la réglementation en disant j'y suis, j'y reste et je ne vais pas plus loin et je ne réfléchis pas plus loin, c'est pas très intelligent parce que souvent on se repaye des surcoûts très forts, surtout dans le logement, sur réhabilitation thermique. On voit des bailleurs sociaux qui font des réhabilitations thermiques tous les 5 ans sur des bâtiments, donc c'est pas très sain. Donc on avait une démarche qui était dans ce sens, de dire on réfléchit plus fortement sur la qualité de l'enveloppe des bâtiments
pour que quand il y aura une réglementation, et la prochaine, ça sera 2020, on n'ait pas de problème sur l'enveloppe, c'est-à-dire en termes d'isolation par l'extérieur ou isolation tout court, ou sur la performance des menuiseries, et qu'on rajoute uniquement des organes d'apport thermique de type solaire pour que le bâtiment soit conforme en 2020, donc on s'était projeté en 2020, et que le bâtiment soit à énergie positive, c'est-à-dire qu'il produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. C'est un peu la philosophie des archives. Alors, comme ça tombe bien, parce que sur cette présentation, il y a à la fois l'association de Riom et Riomco, et c'est très bien, que moi j'ai posé en commission de Riom Communauté sur le côté énergétique de la médiathèque, en disant, est-ce qu'on ne peut pas avoir cette démarche-là et pas répondre uniquement à la question. Cette question, si j'ai bien compris, elle est remontée au niveau du bureau communautaire, oui. Donc c'est vrai que je m'adresse plutôt au maire et au vice-président de la communauté de communes. Et c'est dommage parce qu'il paraît que cette question n'a pas été, disons, si elle a été évoquée, mais il n'y a pas eu de suite par rapport à ça. Et j'ai vu, moi, étant effectivement dans le jury de la médiathèque, je n'ai pas vu effectivement de choses qui allaient plus loin que la simple réglementation thermique. C'est pas trop tard. Hein, c'est pas trop tard, et je crois que puisque c'est un axe fort qui est affiché là-dessus, on peut laisser passer la consultation de maîtrise d'œuvre et après peut-être revenir sur les phases d'études préalables sur cela, en disant voilà, maintenant on a intégré, mais est-ce qu'on ne peut pas aller à plus loin? Dans l'idée, c'est de dire, on se projette plutôt de répondre à la question, c'est de se projeter dans l'avenir. Troisième remarque, c'est que les collèges, et surtout PMF, a fait un travail d'ici il y a 2 ans, un gros travail sur justement le nettoyage autour du quartier, avec à la fois associé à l'office et le principal du collège. Et tous les gamins étaient concernés. Et je vous dis, moi j'y ai assisté, c'était assez impressionnant parce que ce n'était pas 10 personnes, c'était vraiment énorme. Et ça aussi redonné du sens au niveau de la jeunesse, au niveau de la population, parce que dans ces quartiers où des fois on a des soucis, les gens étaient vraiment attentifs et puis très surpris de voir des jeunes ramassés. Et il y a eu un échange entre les habitants du quartier et ces jeunes, et je crois que ça a été très très bien vécu. Donc aussi pouvoir se reprocher de ce type d'établissement, parce que s'il y en a un qui l'a fait, il y a d'autres qui peuvent le faire. Alors peut-être sur PMF, effectivement, on a un principal qui est très actif dans ce domaine-là, et on l'en remercie. Et puis on a aussi, au niveau du Coréa, c'est vrai, un gardien au niveau de tous les immeubles office, ce qui est aussi exceptionnel, aussi au niveau du quartier, et qui avait pas mal travaillé et œuvré dans ce sens-là. Voilà. Donc se rapprocher aussi d'établissements scolaires pour travailler là-dessus, sur le nettoyage, parce que c'est un vrai échange jeunesse au niveau de la population avec la population locale. Je crois que toutes ces remarques sont importantes. Concernant la médiathèque, il n'est jamais trop tard pour voir le problème. Mais on arrive d'Algémésie où on a visité des bâtiments qui ont été faits. Il y a d'autres problèmes aussi à régler, où là, ils ont fait des bâtiments pratiquement tout en verre sur des bâtiments, qui est une belle réussite, mais qui, par contre, a des contraintes derrière énormes au niveau de la température. Donc, je crois qu'il faut regarder beaucoup de choses. Hein. Il faut confirmer tout ça. Oui, non, mais ça n'empêche pas du tout. Mais je crois que vous faites partie du jury, donc on verra bien. On ne laissera pas faire les choses comme ça. Merci. Question numéro 12. Valorisation des certificats d'économie d'énergie. Alors la question numéro 12, c'est la convention de partenariat pour la valorisation des certificats d'économie d'énergie liés à l'opération de restructuration du groupe scolaire Maurice Jeunesse. C'est une question qui a été étudiée par la commission aménagement et embellissement de la ville le 14 avril dernier. Je le ferai qu'une fois parce que sur les 2 prochaines délibérations, vous verrez, c'est le même départ. Bon, on a tous entendu parler du dispositif des certificats d'économie d'énergie, plus communément appelé CEE, qui ont été mis en place par la loi POP, programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005 pour encourager les économies d'énergie. Donc, ce dispositif de certificat d'économie d'énergie instaure une obligation d'économie d'énergie pour les vendeurs d'énergie et de carburant exprimés en kilowattheures cumulés, actualisés, qu'on appelle les kilowatts CUMAC. Ces derniers peuvent réaliser des économies sur leur propre patrimoine ou, et c'est là qu'on est, acheter des économies d'énergie réalisées par d'autres sous forme de CE. Donc, comme vous le savez, la rénovation, la restructuration du groupe Maurice Jeunesse entraîne des travaux importants, et une partie de ces travaux porte sur une partie de ces travaux ouvre droit à la récupération de CE. Donc, pour aller vite, isolation de combles et de toiture, 617 mètres carrés,
Isolation des murs, 796 mètres carrés. Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant pour 132 mètres carrés. Globalement, on arrive à une prévision, parce qu'après, dans les travaux, les choses se seront affinées, bien sûr, une prévision de l'ordre de 4 300 000 kW/Cumac. Et donc, une prévision de retour d'économie qui permettrait de générer des gains pour la mairie de l'ordre de 9 000 euros. Dans cette démarche, nous devons travailler avec un opérateur, et dans ce cadre, la société PMCE, qui a donc fait cette évaluation, est aujourd'hui la mieux placée pour nous amener ce type d'économie. Donc c'est la raison pour laquelle je vais vous demander de signer une convention de partenariat, parce qu'avant de faire les travaux et d'engager la commune avec son obligé dans cette démarche, la loi impose de signer une convention de partenariat. Et ensuite le versement de la prime est effectué à la fin des travaux, une fois qu'on a des justificatifs et des attestations qui sont fournis. Donc il est demandé ce soir au conseil municipal d'accepter les termes de la convention de partenariat pour la valorisation des certificats d'économie d'énergie liés à l'opération de restructuration du groupe scolaire Maurice Geneste, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat que vous avez dans le dossier du conseil municipal de ce soir. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 13, programme réduction d'eau. Alors la question numéro 13 est aussi une question qui a été étudiée par la commission aménagement et embellissement de la ville le 14 avril dernier. Elle porte comme objet la convention de collaboration avec Objectif Éco-Énergie pour la diffusion de systèmes hydroéconomes aux administrés dans le cadre du programme Réduc-Eau. Alors très clairement, ça nous paraît être une vraie démarche de CE valorisée. Et en fait, c'est une opportunité. C'est quelqu'un qui a frappé notre porte un jour en nous disant, voilà, je suis capable de vous amener pour chaque citoyen des économies d'eau qui entraînent la récupération de CE. Et donc, on est en plein dans le sens de la loi POP. Donc, ce programme Réduc-Eau, il porte sur la volonté d'inciter les administrés à réduire leur consommation d'énergie et d'eau par des conseils et une distribution de kits d'économiseurs d'eau. Donc, de manière très concrète, on propose aux familles riaumoises d'acquérir gratuitement des kits qui sont composés de 2 régulateurs de débit pour robinet et d'une pomme de douche hydroéconome. Alors pour les puristes, les régulateurs de débit pour robinet sont fabriqués en France, les régulateurs de débit de pommes de douche sont fabriqués en Espagne, parce qu'il n'y a pas de fabricant français. Ça, je voulais le dire en préalable. Et donc, si vous voulez, cette approche, la mise en place de ces kits va nous permettre de récupérer des CE en fonction du nombre qui seront distribués chez les Riaumois et les Riaumoises. Alors, je sais qu'il y a une question qui a été posée concernant la façon de distribuer les kits, et en effet, c'est le point central. Cette distribution se fera directement via une inscription sur le formulaire en ligne ou indirectement en téléphonant à l'accueil de la mairie. Donc, il y a un travail qui a été fait avec les agents d'accueil pour qu'ils soient en mesure de recevoir les appels des citoyens disant « je suis intéressé par un kit de réduction de ma consommation d'eau ». Une première distribution sera faite à l'occasion des animations lors de la Semaine européenne du développement durable, c'est quand même plus facile, en particulier le mardi 2 juin à 19h30 dans la salle du tribunal au premier étage. Puis ensuite, la poursuite de la remise des kits sera faite en accueil de la mairie pendant l'ensemble du mois de juin. Et donc, chaque citoyen qui viendra récupérer un kit remplira une attestation sur l'honneur, de façon justement à renseigner ce dossier de CE pour le ministère, et ça viendra donc, nous, en déduction de notre approche. Ne sera autorisé, bien sûr, qu'un kit par foyer. Donc, sur cette délibération numéro 13, il est demandé au conseil municipal ce soir d'accepter les termes de la convention de collaboration pour la diffusion de systèmes hydroéconomes aux administrés et d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de partenariat. Donc, effectivement, vous nous avez répondu à la question que j'avais posée en commission. Et puis, j'ai vu aussi sur table, il y avait des éléments aussi d'information qu'on n'avait pas en commission, donc je vous en remercie. Par contre, on se pose la question aussi sur le nombre de kits. On imagine que nos 19 000 habitants veulent un kit. Est-ce qu'ils suivent jusqu'à 19 000 kits? Oui. Non, parce qu'on n'a pas 19 000 non, foyers. Réponse oui. On n'a pas 19 000 foyers, mais réponse oui. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est un kit par foyer, parce qu'après, on est au-delà de l'obligation de CE. Mais il n'y a pas de limite. D'accord. C'est tout l'enjeu.
En fin de compte, le partenaire se finance sur la récupération des CE. Exactement. Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 14, création de multi-accueil. Madame Chautet. Dans le cadre de la mise en œuvre de la prestation de service unique au 1er janvier 2016, la municipalité a travaillé sur la rationalisation de l'offre du secteur petite enfance dans le but d'améliorer les réponses aux besoins des familles et d'offrir un cadre sécurisé d'accueil. Pour rappel, l'application de la PSU implique l'interdiction de forfaits journaliers pour permettre aux familles de choisir librement le nombre d'heures d'accueil dont elles ont besoin, interdiction de limiter le nombre de congés auxquels les parents peuvent prétendre sur l'année, accueillir les familles bénéficiaires du revenu de solidarité active ou monoparental pour favoriser l'insertion professionnelle, fourniture des couches, fourniture du lait, fourniture des repas. Et tout cela sans augmentation de la tarification faite aux familles. Pour répondre à ces exigences, la ville doit trouver d'ici au 1er janvier 2016 le point d'équilibre entre la satisfaction des familles, les attentes de la CAF et le service que la ville est susceptible de pouvoir offrir dans un contexte financier contraint. La démarche a associé étroitement la PMI et la CAF concernant le projet en lui-même, mais aussi le projet de reconfiguration des locaux de l'actuelle crèche collective. En ce qui concerne l'organisation de la nouvelle structure, c'est dans ce contexte nouveau qu'il est proposé de rapprocher les deux structures, la halte-garderie avec 13 places, la crèche collective avec 70 places, en une seule structure multi-accueil de 83 places, et ce dès le 9 juin prochain. Ce rapprochement permet d'étendre l'accueil occasionnel sur les 5 jours de la semaine contre 3 aujourd'hui et d'augmenter les plages horaires d'accueil de 7h30 à 18h30, notamment pour le service de la halte-garderie. Il faut savoir qu'à la dernière commission d'attribution des places pour septembre, nous avons pu prendre toutes les demandes, que ce soit crèche collective ou halte-garderie et halte-garderie. Cette restructuration donc apporte de la cohérence à l'ensemble des deux structures actuelles. Par ce projet, la ville marque sa volonté de faire des efforts en matière de gestion pour faire face aux coûts supplémentaires générés par l'application de la PSU au 1er janvier 2016 pour l'ensemble des structures petite enfance. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'après la fusion, il y aura une seule directrice, un seul budget, un seul projet d'établissement, un seul règlement intérieur et un seul projet pédagogique. Donc, le conseil municipal est invité à valider le projet de fusion des structures crèche collective halte-garderie, de transférer l'ensemble de l'activité du futur multi-accueil dans les locaux de la crèche collective, de prendre acte de l'élargissement donc de l'offre à destination des familles avec une amplitude d'ouverture plus importante pour l'accueil occasionnel. Des remarques? Oui. Pour vous montrer que nous sommes une opposition constructive, nous voulons haut et fort se féliciter de cette mise en place qui est en parfaite cohérence, qui va dans le sens d'ailleurs de ce que nous avions imaginé d'accueil de la petite enfance. Et je pense que, comme vous l'avez dit, Madame Chautet, ça résout un certain nombre de problèmes et d'équité finalement de traitement des différentes familles selon les besoins, que ce soit des petits contrats ou des gros contrats. C'est bien parce que les enfants de la halte-garderie vont avoir, comme ceux de la crèche collective, des couches, du lait, des repas et aussi une amplitude horaire bien plus importante. Donc ça va vraiment dans le sens de l'histoire. Donc maintenant, nous attendons une invitation de votre part à visiter les locaux pour voir. Il faut quand même qu'on vérifie si en pratique ça fonctionne aussi bien qu'en théorie sur le papier. Oui, bien sûr. Mais c'est prévu, ouais, madame. C'est parfait. C'est prévu. On va attendre que les travaux soient finis. Voilà. Oui, c'est mieux. Vous nous invitez souvent ce soir. Il faut qu'on aille faire un tour de ville et qu'on aille visiter la crèche. Avec plaisir. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Le centre de loisirs de Loubera, convention avec la Ligue de l'enseignement du Puy-de-Dôme.
La ville propose un accueil de loisirs durant les vacances d'été du 6 juillet au 28 août 2015 pour les enfants âgés de 3 à 12 ans, à hauteur de 180 places. Cet accueil est organisé sur le site de Loubera. Concernant les enfants âgés de 6 à 12 ans et pour la période du 6 juillet au 14 août 2015, la commune propose de confier à la Ligue de l'enseignement du Puy-de-Dôme par convention la prise en charge de cet accueil comme elle l'a fait pour les années précédentes. La ville garde en direct avec ses agents la prise en charge des enfants de maternelle. La convention proposée répartit les compétences et missions de chaque partie. La ville prend à sa charge les transports, les repas, les inscriptions, la facturation. La FAL recrute l'équipe d'animation, le directeur de l'accueil de loisirs, définit et met en œuvre les programmes d'animation en lien avec le projet pédagogique établi sur la base des orientations éducatives fixées par la ville. Pour information, le bilan de fonctionnement et la qualité de la prestation de la FAL depuis 2 ans est positif. Un partenariat équilibré s'est mis en place. En contrepartie, la commune versera à la Ligue de l'enseignement une somme représentant un coût par enfant et par jour. Ce prix est fixé sur la base d'un budget prévisionnel fourni par la Ligue et étudié lors du dernier comité de pilotage. Le coût maximum garanti est évalué à 23 € pour une activité fixée à 1 931 journées enfants et la ville prendra à sa charge le coût net, c'est-à-dire déduction faite des aides de la CAF perçues par la Ligue de l'enseignement. La convention a été négociée avec la FAL pour maintenir le coût facturé à l'identique de celui de 2014, soit 23 €. Un acompte à hauteur de 50% de la participation prévisionnelle de la ville sera versé à la Ligue dès la signature de la convention et un deuxième acompte à la fin de l'exécution des prestations. Prix payé à la FAL en 2013, 25 747, en 2014, 27 973 €. Le calcul des coûts montre qu'une journée enfant en élémentaire pendant l'été représente un coût net pour la ville de 51,95 en 2013-2014 et une journée d'enfant en élémentaire pendant l'été représente un coût net pour la ville de 44,16 lorsque l'ALSH est géré par la FAL. Le conseil municipal est invité à approuver la convention avec la Ligue de l'enseignement du Puy-de-Dôme qui fixe les modalités d'organisation du centre de loisirs, à autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ces séjours. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci.